Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce séminaire, un jour très particulier, c'est la journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer. C'est un moment essentiel, ça nous permet de communiquer, d'informer et de sensibiliser, que ce soit les politiques, les scientifiques et le grand public. La Fondation Alzheimer a été créée en 2008, c'est une fondation de coopération scientifique qui a 3 objectifs. Le premier, c'est de soutenir la recherche. Le deuxième, c'est de créer des réseaux de chercheurs. Et le troisième, c'est d'informer le public le mieux possible. Et c'est vraiment dans le cadre de cette mission aujourd'hui que nous sommes là. Alors, je m'appelle Philippe Amouyel, je suis le directeur de la Fondation Alzheimer. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec nous, nous avons la chance, d'avoir avec nous, Monsieur Boris Lachaud, le directeur de France Tutelle. En effet, la Fondation Alzheimer et France Tutelle se sont associés pour traiter d'un sujet que l'on traite assez peu, qui est relativement compliqué, qui sont patients aidants de l'anticipation à la mesure de protection judiciaire. Je passe la parole à Boris qui va vous présenter France Tutelle. Merci professeur, bonjour à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors France Tutelle, c'est une association assez jeune qui a débuté en 2015. C'est une association d'intérêt général. Elle a débuté simplement parce que son président actuel, M. Jacques Delestre, et son secrétaire général, M. Levard, ont été amenés à protéger l'un de leurs proches et se sont simplement aperçus qu'il y avait peu d'aide et peu d'informations qui leur étaient communiquées alors qu'ils étaient devenus tuteurs de leur mère ou de leur père. Ils ont eu cette idée donc de créer France Tutelle et la mission première, la mission qu'on s'est donnée chez France Tutelle, c'est d'accompagner et d'informer, de soutenir les protecteurs familiaux qui vont être confrontés à la vulnérabilité ou qui sont confrontés à la vulnérabilité d'un proche et qui vont être amenés à travailler avec un tribunal dans une mise sous protection. Alors pour ce faire, on a plusieurs pôles d'activité. Comme je viens de le dire, on a un premier pôle qui est l'information et le soutien. C'est un pôle d'activité qui fonctionne notamment avec une plateforme téléphonique gratuite. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous avez une question précise, si vous avez des difficultés. Un expert ou en tout cas un juriste spécialisé dans les mesures de protection juridique répondra à vos questions. Vous avez la capacité d'adhérer, bien sûr, après à l'association si vous voulez qu'on vous accompagne un petit peu plus avant. Après, on a un pôle recherche. C'est un pôle qui se nourrit lui-même selon les circonstances. Il est constitué de différentes personnalités, de différentes professions. C'est un pôle qui s'interroge beaucoup sur les besoins des familles dans le cadre des mesures de protection juridique et qui se questionne. Et de ces questions ressortent en général des publications. Ça va être le cas notamment avec… Je suis désolé, les répétitions s'étaient pourtant bien passées, je suis navré. Alors pour finir, je disais donc pôle recherche et pôle formation, une formation qui va s'adresser à tous les professionnels qui vont être en lien à un moment avec une personne sous mesure de protection, mais aussi un pôle formation qui, dans pas longtemps, s'adressera directement aux familles qui accompagnent leurs proches. Pour terminer, pour aller vite, France Tutelle, c'est un financement avec des mécènes que l'on remerciera jamais assez. C'est aussi un financement sous principe de don. Et quoi qu'il en soit, si vous cherchez de l'information sur les mesures de protection, je vous invite à vous connecter sur notre site francetutelle.fr et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Je vous laisse la main, monsieur Amouyel. Merci. Merci. Donc, nous allons donc démarrer avec quelques rappels fondamentaux. Je crois qu'il est important de bien comprendre les particularités de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que je peux avoir la première diapositive? Voilà, parfait. Pardon. Hop. Voilà. Nous allons donc avoir plusieurs intervenants. On vient d'entendre le directeur général de France Tutelle, Boris Lachaud, et on a la chance d'avoir avec nous un professeur à l'université de Paris-Est Créteil, qui est professeur de droit privé et qui va justement nous expliquer le plus clairement possible quels sont tous ces éléments qui nous sont nécessaires pour justement pouvoir anticiper ces mesures de protection. Boris, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Avec... Merci. Donc, sur les rappels fondamentaux sur la maladie d'Alzheimer, généralement, c'est une maladie qui commence de manière banale. On oublie tous ses clés, on ne sait plus où on a garé sa voiture, on ne sait plus où on a mis ses lunettes. C'est absolument normal, en particulier après l'âge de 45 ans. On a un petit ralentissement de nos fonctions intellectuelles, essentiellement lié à l'âge. Là où ça se complique, c'est quand cette gêne devient persistante, qu'elle entraîne une gêne sociale.
Par exemple, on ne sait plus quel jour on est tout d'un coup, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus faire marcher son four à micro-ondes, alors que d'habitude, on le faisait fonctionner aisément, ou son smartphone, son téléphone mobile. À partir de là, on peut se poser la question de savoir si les troubles banals qu'on a vus il y a quelques instants ne se transformeraient pas en un problème pathologique. En fait, tout ça est lié à l'évolution de nos fonctions intellectuelles avec l'âge. C'est ce qu'on appelle les fonctions cognitives. Alors, souvent, on pense à la mémoire. En effet, c'est la principale, c'est celle qui nous sert à vivre tous les jours. Mais on a également l'attention, le raisonnement, le langage est une fonction intellectuelle, des fonctions exécutives. Alors, les fonctions exécutives, c'est des fonctions que vous êtes capable de faire quasiment sans y penser. Si vous prenez votre téléphone mobile, vous savez tout à fait que ça sert à appeler quelqu'un, à appeler vos amis, à appeler vos enfants, vos parents, et vous composez le numéro et vous êtes en ligne immédiatement. Quelqu'un qui va avoir des troubles des fonctions exécutives va reconnaître un téléphone mobile, va savoir que ça sert à appeler ses amis, ses parents, mais ne saura plus comment faire pour appeler, ne saura plus comment faire pour faire marcher son micro-ondes. Et ce qui se passe, souvent, on dit oh, c'est trop compliqué, on le laisse sur le côté. Ça, c'est une des fonctions cognitives importantes. L'egnosis, c'est tout ce qui est l'ensemble des connaissances et du savoir. Et les praxis, c'est la capacité qu'on a à faire des mouvements et à exécuter des tâches complexes. Donc ça, c'est les fonctions cognitives. Et elles ont une particularité, c'est qu'avec l'âge, elles ont tendance à diminuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vieillissement normal. On est moins attentif, on raisonne moins vite, on a des petits trous de mémoire, on bafouille, on ne sait plus trop se servir, mais ça revient vite, et on oublie des choses. Donc tout ça, c'est normal. Ce qui se passe, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, ces événements sont, amplifiés. Vous avez en général 10 signes pour la maladie d'Alzheimer. Le premier, ce sont les troubles de la mémoire. Ça, c'est les plus évidents, c'est les plus clairs. Ça apparaît très tôt au niveau de la maladie. Ensuite, le deuxième signe, c'est on commence à voir apparaître des difficultés à réaliser des gestes et des actes de la vie courante. Troisième signe, les troubles du langage, on bafouille, on oublie des mots, on donne un mot à la place d'un autre. Les troubles des fonctions exécutives, on l'a vu il y a quelques instants, c'est souvent imperceptible, ça peut commencer très tôt et ça peut entraîner des comportements particuliers, c'est surtout des évictions par rapport à certains outils du quotidien. Ensuite, on est moins capable de prendre des décisions et d'avoir un jugement, donc on a des phases de jugement amoindries. Et puis là, on commence à avoir des signes un peu plus profonds qui vont être à des stades plus avancés, moins bien reconnaître les objets et les personnes, ne plus bien s'orienter dans le temps et dans l'espace, avoir des modifications du comportement, par exemple des sautes d'humeur qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, jusqu'à des changements de personnalité et également des difficultés à percevoir les concepts abstraits. Donc ça, c'est la galaxie de symptômes qui existent autour de nos fonctions cognitives habituelles que l'on connaît. Et ce qui se passe chez un patient atteint de maladie d'Alzheimer, là on retrouve ce qu'on appelle le vieillissement normal qu'on a vu il y a quelques instants, c'est un peu le même vieillissement mais en plus rapide. C'est ce qu'on appelle le vieillissement pathologique. Et ce qui se passe, c'est que la sensibilité de notre cerveau à oublier, elle varie en fonction justement de cette variation des fonctions cognitives. Et vous voyez que les pertes de mémoire qui commencent à être gênantes, elles apparaissent beaucoup plus vite chez quelqu'un qui va avoir un vieillissement pathologique, c'est-à-dire une maladie d'Alzheimer sous-jacente, alors que chez le sujet normal, elle finirait par arriver, mais souvent à des âges tellement avancés que le décès survient d'abord. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ces pertes de mémoire vont s'accumuler avec d'autres phénomènes de troubles cognitifs, et là, on va avoir un syndrome de maladie d'Alzheimer et une maladie d'Alzheimer, et c'est à partir de ce moment-là, entre des pertes de mémoire gênantes et la maladie elle-même, son établissement, qu'on va poser le diagnostic clinique. Alors, ce que je voudrais que vous voyez bien ici, c'est que c'est des évolutions qui sont progressives. Ces pertes de fonction cognitive varient suivant les individus. Il y a certains qui sont dans le vieillissement normal plus proches de la maladie d'Alzheimer, mais qui n'ont pas de maladie d'Alzheimer, et inversement. Donc, il y a une grande variété d'évolutions, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un petit peu de temps entre le moment où on voit ces pertes de mémoire et au moment où on tombe dans la dépendance avec cette maladie. Alors, ça, ce sont les stades d'évolution de cette maladie. Vous avez le premier stade, qu'on considère stade 1, c'est vous n'avez aucune déficience, aucun trouble de vos fonctions cognitives. Puis le premier stade est stade débutant, qui va correspondre au stade 2 et 3 sur le plan médical, c'est-à-dire l'incapacité à former de nouveaux souvenirs et surtout l'oubli au fur et à mesure. Ce qui est touché, en général, c'est ce qu'on appelle, nous, la mémoire de travail, celle qui vous sert au quotidien. Par exemple, je vous donne un numéro de téléphone, normalement, vous êtes capable de retenir le chiffre. Et bien là, vous n'allez vraiment pas du tout, même si je vous le répète, pouvoir retenir ce chiffre. Et ce qui était aussi caractéristique, c'est qu'on oublie qu'on a des oublis.
Donc, on méconnaît la sévérité et on a toujours tendance à minimiser. Donc, le stade 2, à ce moment-là, dans ces stades débutants, c'est un déficit cognitif très léger et après un cognitif léger, c'est-à-dire des troubles plus ou moins variables. Mais là, on est au stade débutant, très pratique. Et petite parenthèse, vous avez entendu parler qu'il y avait des nouveaux médicaments qui étaient sortis. Ces nouveaux médicaments ne s'appliquent que pour les stades 1, 2 et 3 de la maladie, pas pour les autres. Ensuite, vous rentrez dans un stade modéré où là, vous commencez à avoir des problèmes pour vous orienter, pour raisonner, pour utiliser les objets, pour gérer votre budget. Là, on parle de déficit cognitif modéré ou modérément sévère. Et enfin, le stade sévère, vous êtes en dépendance totale. Et même pour les gestes simples de la vie quotidienne, vous pouvez avoir des déficits sévères à très sévères. Donc là encore, des évolutions qui sont progressives et qui laissent un peu le temps d'anticiper, sous réserve qu'on ait bien posé le diagnostic et sous réserve que l'on sache à qui s'adresser pour justement bien fonctionner dans ce contexte-là. Un élément qui est extrêmement important dans la maladie d'Alzheimer, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, et même chez l'individu normal, ce sont les relations humaines et les relations sociales. C'est un des meilleurs stimulants de notre cerveau. Alors, j'ai pris l'image de ce couple. Alors bon, c'est un couple, voilà, mais n'importe quel couple, de n'importe quelle nature, du moment que vous vivez à deux, votre risque de maladie d'Alzheimer diminue de 30% en moyenne. Donc, ça veut dire que la relation sociale est importante, l'encadrement est important, l'entourage est important, le soutien est important, les aidants familiaux en particulier sont essentiels pour maintenir l'équilibre le plus longtemps possible de nos patients et essayer qu'ils rentrent en institution le plus tard possible. Donc, ce qui nous a été, on a été sensible là à un sujet qui est développé en particulier par France Tutelle, qui est vraiment ce qu'on appelle l'anticipation de ces phénomènes jusqu'à la mesure de protection juridique. Donc, ce dont on va vous parler les équipes de France Tutelle, c'est des dispositifs juridiques qui peuvent être anticipés. Ensuite, nous verrons comment protéger les biens et la personne, les mesures de protection judiciaire, de l'assistance à la représentation, et ensuite, la place de la famille et la responsabilité des protecteurs avec une alternance entre le professeur Peterka et M. Boris Lachaud. C'est une conférence qui se veut interactive. Vous pouvez poser des questions dans la zone questions, j'en vois déjà 3 apparemment. On essaiera de répondre à toutes vos questions. Si on n'arrive pas, si vous nous les notez, on vous répondra après sur le replay qui sera passé sur la chaîne YouTube. Donc à tout moment de la conférence, dès que vous avez l'idée d'une question, n'hésitez pas. Nous avons dans le back-office plusieurs personnes et je voudrais remercier toutes ces équipes, en particulier Marion, Neila et Magali, qui derrière gèrent finalement le bon fonctionnement de ce webinaire et surtout enregistrent les questions que vous allez poser, vont nous les passer et vont les gérer de manière à ce que tout ça soit le plus interactif possible. Une dernière diapositive donc, pour vous rappeler ces différents éléments et cette séance de questions-réponses. Juste un rappel parce que la Fondation est le premier financeur non gouvernemental sur des recherches sur la maladie d'Alzheimer, quelle qu'elle soit, fondamentale, clinique ou en sciences humaines et sociales, et que nous vivons de votre générosité, nos chercheurs vivent de votre générosité. Une autre particularité que l'on a, c'est que nous donnons 100% de votre don à nos chercheurs. Pourquoi ? Parce que nous avons un système qui nous permet, sur nos fonds propres, de gérer le fonctionnement de la Fondation. Donc, quand vous nous donnez 50 €, c'est 50 € qui iront aux chercheurs sur lesquels nous ne prélèverons pas de frais de fonctionnement. Voilà, j'en ai fini. Je vais donc passer maintenant la parole au professeur Nathalie Peterka, qui va nous parler sur ce premier chapitre des dispositifs juridiques que l'on peut anticiper. Merci Nathalie, c'est à vous. Merci Philippe. Mesdames, Messieurs, très heureuse de passer cette fin d'après-midi avec vous sur les mesures de protection judiciaire des majeurs et les dispositifs d'anticipation dans le cadre de la Journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer. Alors, on m'a demandé de commencer par les mesures d'anticipation. Le droit français, depuis une quinzaine d'années, propose plusieurs dispositifs d'anticipation de la vulnérabilité et de la protection, dispositifs qui jouent un rôle important en droit français des personnes protégées. En effet, la loi pose ce qu'on appelle un principe de subsidiarité des mesures de protection judiciaire des majeurs. Principe de subsidiarité, on entend par là que le juge des tutelles ne peut ouvrir une mesure de protection judiciaire qu'en cas de nécessité
et s'il n'est pas possible de pourvoir suffisamment aux intérêts de la personne vulnérable par des mesures mises en place par cette personne elle-même de manière anticipée. Alors, quels sont ces dispositifs d'anticipation de la protection? Il y a plusieurs dispositifs qui sont d'intensité variable. On peut aller du plus faible au plus fort. Il s'agit tout d'abord du choix du régime matrimonial lorsqu'on se marie. Alors, ça peut paraître curieux parce que, a priori, lorsqu'on se marie, on ne pense pas au premier chef à la survenance d'une future vulnérabilité. Mais le Code civil prévoit que toute personne mariée peut, quel que soit son régime matrimonial, demander au juge des tutelles de l'habiliter à représenter son conjoint si ce dernier se trouve hors d'état de manifester sa volonté. Si le conjoint se trouve hors d'état de manifester sa volonté, et ça recouvre notamment la situation dans laquelle le conjoint souffre d'une maladie d'Alzheimer. Alors le juge va pouvoir habiliter le conjoint à représenter son époux vulnérable d'une manière générale, c'est-à-dire pour tout type d'acte et pour un nombre indéterminé d'actes, ou alors pour certains actes particuliers qui sont précisés par le juge dans sa décision. Il s'agit d'une représentation entre époux qui fonctionne de manière très souple, c'est-à-dire que l'époux habilité n'a aucun compte à rendre au juge des tutelles et cette habilitation judiciaire n'est pas limitée dans le temps, à la différence des mesures de protection. Par ailleurs, lorsqu'un époux est hors d'état de manifester sa volonté, le Code civil permet à l'autre conjoint de saisir le juge afin qu'il l'autorise à faire seul un acte qui, normalement, requiert l'accord des deux époux. Et l'exemple typique de cette variété d'actes, c'est par exemple la vente du logement de la famille ou l'hypothèque constituée sur le logement de la famille ou encore la résiliation du bail portant sur le logement de la famille. Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, par exemple la communauté légale réduite aux acquêts ou la communauté universelle, le Code civil prévoit que le conjoint peut saisir le juge afin qu'il l'autorise à gérer les biens communs ou les biens propres de son époux hors d'état de manifester sa volonté. Donc voilà une première façon d'anticiper la survenance de la maladie, de la vulnérabilité. Un autre dispositif d'anticipation consiste dans le recours au mandat, c'est-à-dire aux procurations. Et l'idée, là, toujours dans le principe de subsidiarité, c'est qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une mesure de protection des majeurs lorsqu'une personne a confié, avant la survenance de l'altération de ses facultés, une procuration pour gérer ses comptes bancaires ou un mandat général d'administration de ses biens. Cette procuration peut être donnée, par exemple, à un membre de la famille, à un proche de la personne. Ces procurations permettent en effet de faire les actes courants, les actes de gestion courante sur les biens de la personne vulnérable ou sur ses fonds, mais non les actes les plus graves. Pour les actes les plus graves, tels que la vente immobilière, par exemple, la procuration générale ne fonctionne pas, il faut nécessairement un mandat spécial. Enfin, le Code civil prévoit ce qu'on appelle le mandat de protection future, qui existe dans notre droit depuis 2007. Alors, ce mandat de protection future a vocation à primer sur tout autre mécanisme de protection, qu'il s'agisse des mécanismes du droit des régimes matrimoniaux ou des mesures de protection des majeurs. Le juge des tutelles doit prononcer un non-lieu à mesure de protection lorsqu'il constate que la personne vulnérable a signé un mandat de protection future et que ce mandat suffit à la protéger.
Le mandat de protection future est un mécanisme très original. Ce mandat permet à une personne d'anticiper sa vulnérabilité ou celle de son enfant et d'organiser sa protection par contrat, par mandat. Ce mandat de protection future doit être signé par le mandant, donc par l'auteur du mandat, et par son ou ses mandataires. Alors, la loi encadre le recours au mandat de protection future lorsque ce mandat est fait pour soi-même, donc pour anticiper sa propre vulnérabilité. Le mandant, lorsqu'il signe le mandat, ne doit pas déjà faire l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une mesure d'habilitation familiale représentation. En revanche, il est admis que la personne en curatelle, qui est une mesure d'assistance, peut signer un mandat de protection future avec l'assistance de son curateur. Et cette possibilité permet à la personne qui est déjà dans une situation de vulnérabilité d'anticiper l'aggravation de sa vulnérabilité. Le mandat pour soi peut être fait soit par devant notaire, soit au moyen d'un acte sous seing privé, d'un acte sous signature privée, mais dans ce cas, le mandat doit être obligatoirement contresigné par un avocat ou fait suivant un modèle CERFA dédié au mandat de protection future. Il faut également enregistrer ce mandat pour lui donner date certaine. Lorsque le mandat est fait au profit d'un enfant vulnérable, le mandat doit être obligatoirement notarié. Le mandat doit alors être signé par les deux parents s'ils sont en vie ou par le parent survivant. Il faut que les parents aient conservé l'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant mineur, ou alors, s'il est déjà majeur, qu'ils assument la charge matérielle et affective de cet enfant. Les parents qui souhaitent signer un mandat de protection future pour leur enfant ne doivent pas être sous tutelle, curatelle ou habilitation familiale, ne doivent pas être sous une mesure de protection. Donc, il faut être attentif à une chose, c'est qu'en l'état actuel des textes, lorsque les deux parents sont en vie, mais que l'un d'eux fait déjà l'objet d'une mesure de protection des majeurs, eh bien, l'autre parent ne peut pas signer seul un mandat de protection future au profit de son enfant, ce qui est une scorie de la loi et qui devrait être corrigée par la proposition de loi Bien vieillir qui a été discutée par le Parlement en avril dernier et qui devrait revenir devant l'Assemblée nationale fin novembre. Le mandat de protection future est un acte d'anticipation de la vulnérabilité, donc il faut bien distinguer deux phases dans ce mandat. La première phase, c'est celle où on signe le mandat de protection future, et à l'époque de la signature du mandat de protection future, il faut que la personne ait un discernement suffisant pour conclure un acte juridique, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle comprenne la portée de ce qu'elle signe. Et la seconde phase, c'est celle de la prise d'effet du mandat. Cette prise d'effet se fait à l'initiative du ou des mandataires désignés. Le mandataire doit se rendre au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de résidence du mandant, de la personne, accompagné par le mandant, sauf si son état de santé ne lui permet pas d'accompagner le mandataire. Le mandataire doit produire au greffe un certificat médical qui émane d'un médecin inscrit sur une liste dédiée à cet effet et tenu par le procureur de la République. Et ce certificat médical doit établir que le bénéficiaire du mandat se trouve dans une situation de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il souffre d'une altération de ses facultés qui l'empêche de pourvoir seul à ses intérêts. Le mandat de protection future pour autrui obéit aussi ici à des règles originales. Ce mandat prend effet lorsque les parents ou le survivant d'entre eux ne peuvent plus prendre soin de leur enfant,
à la condition que cet enfant souffre d'une altération de ses facultés. Donc, il faut produire au greffe, pour la prise d'effet de ce mandat, un certificat de décès des parents ou un certificat médical établissant que les parents ou le survivant souffrent d'une altération de leurs facultés qui les empêche de prendre soin de leur enfant. Et il faut produire un autre certificat médical établissant que l'enfant est lui-même dans une situation de vulnérabilité qui l'empêche de pourvoir seul à ses intérêts. Attention, le mandat de protection future pour autrui peut être signé pendant la minorité de l'enfant, mais il ne peut prendre effet qu'à sa majorité et si l'enfant est vulnérable, s'il souffre d'une altération de ses facultés. D'où l'intérêt, dans certaines situations, de doubler le mandat de protection future pour autrui de ce qu'on appelle une tutelle testamentaire du mineur, qui permet de désigner le tuteur du mineur pour le cas où le parent survivant décéderait avant la majorité de l'enfant. Ce mandat de protection future permet aux parents qui sont investis d'une tutelle ou d'une curatelle à l'égard de leur enfant majeur de désigner là où les personnes qui s'occuperont de leur enfant handicapé lorsque eux-mêmes ne pourront plus le faire, soit parce qu'ils seront décédés, soit parce qu'ils seront eux-mêmes dans une situation de vulnérabilité. Alors, quels sont les pouvoirs du mandataire de protection future? Ce mandat investit le mandataire d'une mission de représentation de la personne vulnérable et les pouvoirs du mandataire vont varier suivant que le mandat est notarié ou sous seing privé. Le mandat notarié confère au mandataire des pouvoirs plus importants que le mandat sous seing privé, étant précisé que lorsque le mandat est fait pour autrui, il est obligatoirement notarié. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Je vois que Magali est montée sur scène. On va dire une minute. Oui, alors sinon je ne pourrais pas prendre toutes les questions. Très rapidement que les pouvoirs du mandataire sont importants, mais ils sont contrôlés. Et notamment, lorsque le mandat a été fait par acte notarié, c'est au notaire qui a rédigé, qui a instrumenté le mandat, de contrôler tous les ans le bon exercice de sa mission par le mandataire. Et le notaire, chose très importante, est tenu de ce qu'on appelle un devoir d'alerte du juge des tutelles, c'est-à-dire qu'il doit saisir le juge des tutelles s'il estime que le mandataire a fait des actes qui ne sont pas conformes à la volonté du mandant ou des parents de l'enfant vulnérable. Le mandat de protection future connaît un diminutif, c'est ce qu'on appelle la désignation anticipée du tuteur ou du curateur, c'est-à-dire que toute personne peut désigner à l'avance pour elle-même ou son enfant vulnérable, là où les personnes qui devront être désignées tutrices ou curatrices par le juge des tutelles, si un jour une telle mesure est ouverte à leur égard ou s'ils ne peuvent plus exercer la mesure ouverte à l'égard de leur enfant. Voilà. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Effectivement, c'est particulièrement important de mettre en place ces dispositifs juridiques par anticipation parce qu'on sait quelle est la progression de la maladie et la vulnérabilité qui est liée à cette pathologie. Alors, juste pour rappel, ce soir, je serai le modérateur de l'événement. Ça veut dire que je poserai en fait les questions qui vous semblent pertinentes à nos experts, donc n'hésitez pas. Nathalie, vous avez déjà répondu à une bonne partie des questions, mais il en reste encore quelques-unes. Première question, on a parlé des situations pour les personnes mariées, mais on n'a pas évoqué les personnes pacsées. Est-ce qu'il y a des particularités dans ce cas? Non, car le Code civil ne comporte des dispositions particulières que pour les personnes mariées. Ça veut dire que les personnes pacsées… Ni pour les personnes pacsées, ni pour les concubins. Ok. Sauf à recourir à une mesure de protection judiciaire des majeurs. Mais il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas de droit matrimonial. Alors, certes, il y a maintenant
l'équivalent sur certains points, notamment dans le PACS, de dispositions qui sont calquées sur le droit du mariage, mais les dispositions que j'ai évoquées qui permettent de protéger le conjoint empêché ne sont pas reprises en l'état actuel sous le PACS. Et encore moins sous concubinage. Alors, petite parenthèse, pour toutes les questions qui concernent la maladie à proprement parler, on les gardera pour le professeur Amougel à la fin. On va essayer de rester focalisé sur le sujet de ce soir. Alors, une autre question d'Isabelle qui nous demande si les nièces et les neveux peuvent obtenir l'habilitation familiale et si l'habilitation familiale est conseillée pour un stade modéré de la pathologie. Alors, en l'état actuel des textes, l'habilitation familiale n'est pas ouverte aux neveux et nièces, elle n'est ouverte qu'aux ascendants, descendants, conjoints, partenaires de PACS ou concubins, frères et sœurs de la personne vulnérable. Seulement les frères et sœurs, pas leurs propres enfants. L'habilitation familiale, ça peut être une mesure de représentation ou une mesure d'assistance. C'est le juge qui décide. Donc, effectivement, on peut avoir recours à un stade modéré, à une habilitation familiale assistance, par exemple. C'est-à-dire que la personne protégée peut faire les actes, mais lorsque ce sont des actes graves, elle doit les faire avec l'assistance de la personne habilitée, c'est-à-dire que la personne habilitée contresigne l'acte pour dire qu'elle est d'accord avec cet acte, qu'elle l'estime conforme à l'intérêt de la personne vulnérable. Alors justement, par rapport aux accords entre personnes qui prendraient ces dispositions, Véronique nous demande comment savoir si une personne malade a fait établir un mandat. Dans son cas, il y a 2 enfants et elle et son frère, et elle ne s'entend pas avec son frère, donc elle voudrait savoir si le mandat a déjà été établi. Alors, sauf à demander à l'entourage, sinon il y a ce que dit dans le petit slide, c'est la faiblesse du mandat de protection future et d'ailleurs également la désignation anticipée, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun registre qui recense ces dispositifs d'anticipation de la vulnérabilité, ce qui est une grande faiblesse, puisque lorsque un juge des tutelles est saisi d'une procédure de mise sous protection à l'égard d'une personne, si cette personne a signé un mandat de protection future et qu'elle ne le dit pas au juge et que par ailleurs personne ne le dit au juge parce que l'entourage, par exemple, n'est pas au courant, le juge des tutelles n'a aucun moyen de savoir si la personne a signé un tel mandat. Ok. Donc, ça a pour conséquence que le respect de la volonté de la personne peut ne pas être respectée si elle n'est plus en état de porter l'existence de ce mandat à la connaissance du juge des tutelles. C'est très clair. Je vais prendre une dernière question et puis ensuite on va passer à la présentation suivante. Quel est le délai d'obtention d'une curatelle ou d'une tutelle? Ça dépend des tribunaux. Ok. Sachant que la procédure est caduque si le juge n'a pas statué dans un délai d'1 an à compter de la requête. Donc, on va dire c'est 1 an maximum. Ok. Merci beaucoup Nathalie. On aura l'occasion de revenir sur le reste des questions à la fin de toutes les présentations. Et là, je vais demander à Boris de nous retrouver pour une présentation sur la question suivante, comment protéger les biens et les personnes. Merci Magali, bonjour à tous, rebonjour à tous. Alors on va effectivement s'intéresser maintenant aux mesures de protection judiciaire après la voie de l'anticipation. On va aller très succinctement, malheureusement, puisque c'est un sujet qui est vaste. Et si justement la voie de l'anticipation n'est plus possible et si la subsidiarité n'est plus possible non plus et qu'il faut envisager une mesure de protection judiciaire, la question se pose de savoir quand et pour protéger quoi. Alors, quand le Code civil nous le dit assez clairement par l'article 425, peut bénéficier d'une mesure de protection la personne qui est dans l'impossibilité de gérer seule ses intérêts, soit à cause d'une altération de ses facultés mentales, soit parce que l'altération de ses facultés corporelles est de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Alors, on l'aura compris, c'est la capacité volitive de la personne qui est mise là en jeu, sa capacité à consentir.
peuvent bénéficier d'une mesure de protection judiciaire que les personnes qui ont des difficultés à se gérer seules parce qu'ils ont des difficultés à consentir valablement. Si on prend l'exemple d'une personne qui est handicapée moteur et qui est allongée et clouée sur son lit, si sa volonté est claire et éclairée, il ne bénéficiera pas d'une mesure de protection judiciaire. Par contre, à l'inverse, une personne qui, suite à un accident de la route, tout bêtement, qui est dans le coma, on ne peut pas forcément dire qu'elle a des problèmes cognitifs ou en tout cas qu'elle a des problèmes mentaux, mais en tout cas, elle ne peut pas exprimer sa volonté. Donc là, il est évident que le juge des tutelles décidera d'une mesure de représentation pour cette personne. Là, c'est le quand. Le pour protéger quoi? Ce même article nous précise que la protection doit s'attarder aussi bien sur les intérêts patrimoniaux de la personne que sur ses intérêts personnels. En fait, le protecteur familial ou le professionnel sera investi de manière très large dans la protection des intérêts et patrimoniaux et personnels de la personne, sauf si le juge en dispose autrement. En effet, le juge, selon une situation bien particulière, peut limiter la mesure. Il peut la limiter à la protection des biens, tout simplement, ou à la protection de la personne, tout simplement. Cette limitation doit être expresse, donc elle se retrouve, en fait, elle doit être écrite. On la retrouve assez facilement sur l'ordonnance du jugement d'ouverture de la mesure. Pour continuer dans le comment protéger une personne, après la division de la mesure, le magistrat a également la capacité d'ordonner ce qu'on appelle des cogestions. Il pourra décider de nommer plusieurs tuteurs, plusieurs curateurs, plusieurs habilités. C'est une disposition très intéressante en général pour les familles. Si l'on envisage deux enfants qui sont bien avec leurs parents, qui veulent s'intéresser à la vie de leurs parents, ces deux enfants pourront être nommés co-tuteurs de leurs parents par le juge des tutelles. Ils auront tous les deux les mêmes obligations et les mêmes responsabilités vis-à-vis de leurs parents et vis-à-vis du tribunal. Mais de la même manière, le magistrat pourrait décider de diviser cette mesure et de nommer, comme on l'a dit tout à l'heure, mais cette fois-ci de nommer pour la protection des biens une personne en particulier, pour la protection de la personne, une autre personne en particulier. On retrouve assez souvent ce schéma-là lorsque la famille ne veut pas trop s'intéresser aux intérêts patrimoniaux. Un enfant ne veut pas trop rentrer dans les comptes de ses parents. Il y a une espèce de pudeur à ce niveau-là, je l'ai souvent rencontré. Et les parents ne sont pas vraiment très chauds non plus. Donc le juge décide que l'enfant ne sera pas responsable de la protection de ses biens et pourra par exemple désigner un professionnel. Mais pour autant, l'enfant ne veut pas être à côté. Il veut malgré tout s'intéresser à la protection de la personne, à la protection de la santé par exemple de ses parents. Et donc le juge le désignera protecteur à la personne. Il y aura donc deux protecteurs, un pour les biens et un pour la personne. Toutes ces possibilités existent dans le champ des mesures judiciaires. Quoi qu'il en soit, dans la désignation de la personne, Nathalie nous en a parlé, le juge doit prendre en compte la volonté de la personne à protéger. À partir du moment où cette volonté, la désignation qu'il pourrait faire, ne va pas contre ses intérêts. Alors, il peut le faire par la désignation anticipée, nous l'avons dit. Il pourra aussi exprimer sa volonté et exprimer ce qu'il veut lorsqu'il sera reçu, s'il est reçu, à l'audition par le juge des tutelles. S'il a la capacité d'être auditionné par le juge des tutelles, il verra le juge des tutelles et il pourra clairement exprimer au juge des tutelles qui il veut pour protecteur et comment et quelle autre personne il pourrait vouloir. Voilà comment on peut protéger une personne. Maintenant, on l'a dit, deux champs de protection, le champ patrimonial et le champ personnel. Le champ patrimonial, c'est le plus facile à envisager, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est la partie la plus connue, certainement la plus médiatisée. Le champ patrimonial s'intéresse à l'argent et au patrimoine de la personne protégée, tout simplement. C'est à un moment donné, la personne n'est plus en capacité de gérer correctement ses biens. On peut penser, je l'ai rencontré, on peut penser à cette dame qui va signer un chèque de 10 000 euros pensant qu'il s'agissait de 10 000 francs ou simplement qui répond de façon un peu trop souvent aux demandes un peu abusives de certains prestataires à domicile. On se doute bien qu'à ce moment-là, il va falloir commencer à poser une protection dans son intérêt et pour la protéger. Alors, cette protection patrimoniale, elle est assez facile à envisager parce qu'elle va postuler l'incapacité de la personne, l'incapacité juridique de la personne. Alors, attention,
On ne parle plus, depuis 2007, d'incapable majeur. C'est un mot stigmatisant et on l'entend très bien. On parle maintenant, on préfère le vocable majeur protégé. Quand je parle d'incapacité juridique, je ne veux pas dire que la personne est devenue incapable. C'est absolument pas vrai. D'ailleurs, on le verra, on doit absolument travailler la mesure de protection avec la personne vulnérable. Mais quand je parle d'incapacité juridique, c'est simplement pour la mettre en opposition avec la capacité juridique, cette capacité juridique qui suppose l'aptitude d'un individu à exercer pleinement ses droits. En fait, on a tous des droits. On a tous la possibilité d'ouvrir un compte en banque, on a tous la possibilité d'ouvrir une maison, on a tous la possibilité d'acheter une voiture ou de souscrire un prêt à la banque. On peut jouir de ces droits. Quand on n'est pas sous mesure de protection juridique, on a en plus la capacité d'exercer ces droits. C'est là où va intervenir la protection avec les mesures de protection, c'est qu'on va restreindre la capacité juridique de la personne. Elle aura toujours les mêmes droits que n'importe qui. Elle pourra toujours jouir des mêmes droits que n'importe qui, mais sa vulnérabilité, son état de santé fait qu'elle n'est plus en capacité d'exercer pleinement ses droits. Et c'est à ce moment-là qu'elle aura besoin du concours d'un protecteur, qu'il soit familial ou professionnel. Tout dépendra ensuite de la mesure de protection et du formalisme qui s'y applique. Si on est dans une mesure d'assistance ou une mesure de représentation, les obligations du protecteur ne seront pas les mêmes. Mais quoi qu'il en soit, et ce qu'il faut retenir, c'est que ce protecteur, dans cette gestion patrimoniale, doit agir dans l'intérêt exclusif de la personne protégée. Il est là pour faire valoir ses droits, il est là pour aller dans son intérêt. Et au maximum, il doit l'informer de ce qu'il va faire en gestion patrimoniale, il doit chercher sa participation, bien évidemment, il doit chercher sa volonté par rapport à l'acte qui peut être envisagé. Alors, très rapidement, si on doit détourer un petit peu la protection des biens, il va y avoir la gestion budgétaire, on y pense immédiatement, c'est-à-dire que, on va s'intéresser à payer les factures et à prendre les ressources de la personne protégée. Pour ce faire, bien sûr, on va signaler à la banque qu'on a été nommé protecteur de la personne. La banque va, selon ses procédures, inscrire sur le RIB que maintenant cette personne est sous mesure de protection juridique et que sa capacité d'exercice, donc, vis-à-vis de ses comptes bancaires et de ses avoirs financiers, est réduite à un certain niveau. D'ailleurs, je vous invite, si demain vous êtes protecteur de l'un de vos proches, au-delà même de la banque, c'est d'informer tous les acteurs qui entourent le majeur protégé, de tous les informer de cette mesure de protection afin de garantir les intérêts de votre proche protégé. La gestion patrimoniale, c'est aussi tout ce qui va concerner la conservation, la valorisation de l'immobilier et du mobilier de la personne protégée, on s'en doute. C'est également tout ce qui va être en rapport avec des actes juridiques, les actes juridiques qu'ils soient notariés ou non. Ça va être l'acceptation d'une succession, ça va être la vente d'un bien immobilier, pourquoi pas. À tous ces niveaux-là, le protecteur familial va devoir intervenir à un moment ou un autre. Le plus important encore étant que, et le Code civil est assez clair à ce niveau-là, il doit intervenir, je le redis, dans l'intérêt de la personne protégée, mais surtout aussi de manière avisée, diligente et prudemment. On n'utilise pas trop cette expression, en tout cas on l'utilise plus trop, mais on pourrait dire que le protecteur familial des biens ou même professionnel doit agir en bon père de famille avec les intérêts qui lui sont confiés. Alors, cette protection des biens, elle impose et elle implique des obligations vis-à-vis du tribunal, notamment pour les mesures de tutelle ou de curatelle. Elle implique des obligations, c'est-à-dire qu'il va falloir permettre au tribunal de contrôler la bonne exécution de cette protection des intérêts financiers de la personne protégée. D'une part, il va falloir réaliser un inventaire mobilier et immobilier qu'il faudra déposer au tribunal. C'est une image figée du début de la mesure des avoirs de la personne. D'autre part, il faudra faire un budget prévisionnel qui doit également être déposé au tribunal et pour certaines mesures, d'ailleurs, comme la tutelle, il doit être, ce budget prévisionnel, réenvoyé tous les ans. Ensuite, il faudra faire, si le juge décide de ne pas vous en dispenser, il faudra faire le compte-rendu de gestion, ni plus ni moins, déposer au tribunal les comptes pour obtenir quitus de votre bonne gestion. Et enfin, dans cette protection juridique des majeurs, il y a bien souvent à saisir le juge des tutelles et donc à
à accepter le formalisme de la saisine d'un magistrat, c'est-à-dire à faire une requête et à joindre les pièces justificatives. Une petite aparté sur l'habilitation familiale. L'habilitation familiale, c'est cette nouvelle mesure qui vient d'arriver en 2016, à partir du 1er janvier 2016, un peu copiée sur l'habilitation judiciaire des époux. Cette habilitation familiale, comme l'a dit Madame Peterka, est à destination d'un cercle très restreint dans la famille. Et justement, puisqu'il s'agit d'un cercle restreint, il s'agit de liens de sang et de liens affectifs, nos législateurs ont décidé d'alléger un petit peu ces obligations. C'est-à-dire que si demain vous êtes désigné habilité de l'un de vos proches, de votre père ou de votre mère, tout ce que l'on vient d'évoquer là sur les obligations, le CRG, l'inventaire et le budget prévisionnel, vous n'aurez pas à les rendre auprès du tribunal. Le deuxième versant de la protection, c'est la protection de la personne. Ce versant-là est parfois peut être assez difficile à déterminer. Qu'est-ce que la protection de la personne? Alors, on a tendance à se dire, si c'est pas dans le champ patrimonial, ce sera dans le champ personnel. Quoique, certains actes vont un petit peu mixer des deux protections. Si l'on prend le logement familial, la personne protégée veut déménager, veut changer de logement. Bon, il y a des règles très particulières à la protection du logement, mais plus simplement, on se dit, c'est du patrimonial, puisque de toute façon, il va falloir vérifier que son budget le permet, et puis si elle veut acheter, il va falloir vérifier qu'elle est bien un prêt. Cependant, un logement, on l'entend tous, ce n'est pas que de la donnée patrimoniale, c'est aussi de la donnée personnelle, c'est l'endroit où l'on vit, c'est l'endroit où l'on construit des relations. C'est donc quelque chose d'assez important et d'intime, c'est un choix qui doit être personnel. Donc, si vous n'êtes que protecteur, j'ai entendu dire que protecteur à la personne de votre proche, ce changement de logement vous intéresse autant qu'il n'intéressera le protecteur au bien. On appelle ça des actes mixtes. Sinon, dans la protection de la personne, eh bien, c'est la santé, bien sûr, éminemment personnelle. C'est le choix du lieu de résidence, c'est les relations personnelles. La personne a le droit de voir qui elle veut, d'entretenir des relations intimes, sociales, amicales avec qui elle veut. Elle peut recevoir qui elle veut chez elle, bien naturellement. Elle peut aller et venir. Elle a le droit de partir en vacances sans aucune difficulté. Elle peut se marier, elle peut se paxer, elle peut divorcer. Il y a une notion patrimoniale derrière, mais ce sont des notions éminemment personnelles également. Elle peut aussi voter comme elle le souhaite. Alors, quel va être le rôle et quelle est la fonction alors du protecteur dans la protection de la personne? On a postulé tout à l'heure dans la protection des biens que le majeur était incapable. On va postuler l'inverse dans la protection de la personne. C'est-à-dire qu'on va considérer que la personne est capable jusqu'à ce qu'on démontre, entre guillemets, l'inverse. Le plus important, c'est cette capacité de la personne à vouloir quelque chose dans sa volonté personnelle et c'est quelque chose que l'on doit absolument respecter. Dans tout le champ de la protection de la personne, le plus important, c'est la volonté de cette personne et à partir du moment où cette volonté est éclairée, on se doit de respecter et de faire valoir cette volonté. La partie éclairée de la volonté, il faudra peut-être la travailler avec le corps médical, qu'il nous aide, qu'il nous précise bien que la personne est consciente et que ce qu'elle demande, elle a conscience de ses conséquences s'il devait y avoir des conséquences. Mais si cette volonté est éclairée, personne, qu'elle soit sous tutelle ou sous curatelle, personne ne peut aller contre cette volonté. On parle alors et après d'autonomie graduée, puisque ce sont des personnes qui sont placées sous mesure de protection, donc bien souvent leur volonté peut être altérée et c'est là où le protecteur va entrer en jeu. Il a d'abord un rôle essentiel qui est celui de l'information. Il doit absolument informer son major protégé, pourquoi pas des conséquences des décisions qu'il va prendre. Il peut ensuite, dans certaines circonstances, et si on est dans des mesures de représentation, décider à la place de son major protégé. Quoi qu'il en soit, il devra toujours décider selon ce qu'aurait été la volonté de son major protégé. Il doit toujours aller rechercher cette volonté première s'il la connaît. Et enfin, puisque je vois que Magali est arrivée, je vais sauter quelques étapes. Je voudrais quand même vous parler de ce qu'on appelle les actes strictement personnels dans la protection de la personne. Ce sont des actes qui sont de la sphère naturelle et tellement intimes que ces actes-là ne peuvent absolument pas subir d'assistance ou de représentation. Si le major protégé n'est pas en capacité lui-même d'exprimer une volonté par rapport à ces actes,
Personne ne pourra le faire à sa place. Alors, ce sont des actes qui sont en général relatifs à l'autorité parentale, à l'adoption d'un enfant, au changement de nom même d'un enfant. On comprend et on sent l'intimité de ces décisions. Si le majeur protégé, par exemple, ne peut pas consentir dans le cadre d'une adoption simple à sa propre adoption, personne ne pourra consentir à sa place, pas même son tuteur. Enfin, dans le champ de la santé, on rappellera qu'il existe aussi des règles assez particulières au Code de la santé publique. Dans le Code de la santé publique, par exemple, le prélèvement de sang, l'interdiction de prélèvement de sang pour une personne qui est majeure protégée, ou encore des aménagements particuliers pour tout ce qui va concerner la stérilisation à des fins contraceptives ou encore la recherche biomédicale avec la participation d'un majeur protégé. Mais ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est de rappeler que le majeur protégé, même dans le champ de la santé, il a les mêmes droits que tout le monde. On a le droit aujourd'hui de refuser un traitement, de refuser d'être soigné et surtout, on a l'obligation d'être informé de sa situation médicale et de tout ce que les médecins proposent. Le majeur protégé a exactement les mêmes droits. Cette information, en première, doit lui être donnée de manière adaptée, mais elle doit lui être donnée quoi qu'il en soit. Et si le majeur protégé, si la personne vulnérable décide qu'elle ne veut pas suivre un traitement, si on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, si son consentement est éclairé et si tout le monde est en accord avec ce consentement éclairé, personne ne pourra aller contre sa volonté. C'est un des points essentiels qu'il ne faut pas oublier. Les personnes qui sont sous mesure de protection bénéficient, comme nous et comme n'importe qui, de mêmes droits et doivent pouvoir faire valoir ces droits dans le champ de la protection de la personne à partir du moment où elles sont en capacité pleine et entière de les faire valoir. Merci beaucoup, Boris. C'est un peu stressant de vous voir apparaître, Nathalie, je tiens à le dire. Quand même, vraiment. Je suis le gardien du temps, donc je suis désolée, je n'ai pas le rôle le plus. J'en ai perdu, mais voilà. Et en plus, on a plein de questions, donc merci à tous les participants pour leur réactivité. Alors, on va en prendre quelques-unes. Claire, parce qu'on a parlé ce soir des protecteurs et on prend le préjugé que tout le monde a un protecteur quelque part. Mais Claire se demande que se passe-t-il en fait quand on n'a personne proche à qui s'adresser pour lancer ce type de mesure. Alors, si on n'a personne de proche et si on veut désigner personne, et si la mesure malgré tout est nécessaire, il y a un ordre public de protection, le juge s'orientera vers un professionnel. Il y a des mandataires judiciaires professionnels qui exercent soit en association, soit à titre libéral, qui sont des professionnels qui sont formés à ces mesures de protection. Ils arrivent en général soit du monde juridique, soit du monde social. Ils font un travail absolument formidable. Et si personne de la famille ne peut prendre le relais, ce sera un professionnel, bien évidemment, qui se chargera de la mesure de protection de la personne. C'est très clair. Alors, une question dans ce sens également. Catherine se demande, en cas d'habilitation familiale, doit-on retenir l'assentiment des frères et sœurs, même s'ils ne vivent pas, avec le malade de manière proche? Les frères et sœurs de la personne protégée, j'imagine. Enfin, de la personne à protéger, j'imagine. Oui. Alors, l'article 494.1 du Code civil spécifie qu'il faut, dans le cadre d'une habilitation familiale, qu'il y ait une espèce de consensus familial, en tout cas des personnes les plus proches à cette habilitation, ou en tout cas une absence d'opposition. Alors, normalement, le juge devrait aller chercher, s'ils sont indiqués sur la requête, le juge devrait aller chercher l'avis un petit peu des frères et sœurs, pourquoi pas, de cette personne à protéger. Maintenant, si effectivement ils ont disparu, alors là, chaque juge voit un peu midi à sa porte, j'ai envie de dire, mais s'ils ont disparu, s'ils ne le voient pas depuis des années, il n'y a peut-être pas de raison non plus d'aller chercher leur avis. Mais quoi qu'il en soit, il faut une absence d'opposition claire. Donc, si on ne va pas chercher leur avis et qu'eux ne viennent pas s'opposer à l'habilitation familiale, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Ok. Une autre question qui a plus à voir avec le process, est-ce qu'il, pendant ces mesures, est-ce qu'il y a une audition chez le juge avec le futur curateur ou tuteur et le malade? Oui, enfin, le malade. Oui, il y a, on allait en parler un petit peu juste après, mais évidemment,
que la personne protégée ou à protéger sera reçue en audition par le juge, si son état le permet. On en parlera juste après, hein, puisqu'il y a 2 cas où le juge peut ne pas ordonner cette audition, sinon cette audition est de droit. Et les requérants, donc les personnes qui vont être amenées peut-être à protéger cette personne, seront également entendues par le magistrat, bien sûr. Autre question qui revient, est-ce qu'un professionnel de santé peut proposer la mise en place d'une protection? Et on nous parle par exemple d'un psychologue, d'un médecin. Alors oui, c'est plutôt inhabituel, mais il pourrait le faire, mais il ne le ferait pas par le même process que la famille. La famille, elle, peut accéder directement au juge des tutelles, en fait, hein, et saisir, ils sont dans les requérants qualifiés, donc ils peuvent saisir immédiatement le juge des tutelles et le greffe. Une personne étrangère, là on a plus l'habitude des travailleurs sociaux, hein, d'assistants sociaux et autres, mais le médecin, pourquoi pas, le psychologue, pourquoi pas, à ce moment-là, devrait passer par le filtre du procureur de la République. C'est-à-dire que son dossier serait déposé au procureur de la République, et si le procureur de la République estime qu'il y a effectivement lieu à mesure de protection, il saisira, lui, le procureur de la République, puisqu'il est requérant qualifié, le juge des tutelles. Alors justement, par rapport à l'intervention du procureur de la République, il y a Dominique qui nous pose une question. Donc, une personne atteinte de maladie d'Alzheimer sous sauvegarde de justice, suite à un signalement pour abus de faiblesse au procureur de la République, peut-elle rédiger un testament en faveur de cette personne accusée? Oula, attendez, vous reprenez. C'est compliqué. Donc en fait, on a une personne qui est atteinte de maladie d'Alzheimer et qui est sous sauvegarde de justice. Oui. Parce qu'en fait, il y a eu un abus de faiblesse et cet abus a été signalé au procureur de la République. Est-ce que du coup, la personne malade peut malgré tout établir un testament en faveur de la personne accusée? Alors, la sauvegarde de justice est une mesure temporaire qui est assez limitée dans ses effets, et à moins qu'il soit précisé sur l'ordonnance de sauvegarde de justice que la personne n'est pas en capacité de faire son testament ou je ne sais quoi, oui, elle peut faire son testament, évidemment. Maintenant, si elle est malade et selon l'avancée de la maladie, j'ose espérer que le notaire se rendra compte des difficultés et pour le moins demandera un certificat médical garantissant, ou peut-être saisira le mandataire de la sauvegarde de justice en lui expliquant la difficulté qu'il rencontre. Il sera toujours possible alors de saisir le juge de tutelle pour essayer de réagir différemment à cette situation. Merci beaucoup Boris, on va passer à la suite. Donc vous restez avec nous pour nous parler des mesures de protection judiciaire et puis on aura encore quelques minutes de questions après cela. D'accord. C'est reparti. Alors, on a évoqué un petit peu ces 2 principes, et très rapidement, c'est malheureux, mais ces 2 principes de la protection des biens et de la protection des personnes. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on vous parle depuis tout à l'heure de l'assistance et de la représentation. On va essayer de déterminer un petit peu ce que ça veut dire. On l'aura compris, hein, il y a un éventail de possibilités de mesures qui est énorme. On a parlé de la sauvegarde de justice, on peut parler de la curatelle simple, de la curatelle renforcée, de la tutelle. On pourrait évoquer, pourquoi pas, et Madame Pétarca l'a fait, le mandat de protection future, l'habilitation générale, l'habilitation familiale par assistance, etc. De plus, il est utile d'évoquer que le magistrat a la capacité d'aménager les mesures de protection judiciaire. Il peut de lui-même ajouter des missions au protecteur ou simplement autoriser la personne protégée à agir seule dans certaines matières, que ce soit en assistance ou en représentation. Alors, avant d'aller plus loin, puisqu'il y a eu quelques questions, on va quand même s'interroger et s'intéresser très rapidement sur la procédure. La procédure pour enclencher une mesure de protection juridique doit absolument commencer par un certificat médical circonstancié. Nathalie en parlait, le principe de nécessité, c'est un des principes directeurs de la loi de 2007 qui a été reconfirmé. Ce principe de nécessité passe en partie par la constatation des difficultés médicales de la personne. Alors attention, parce que n'importe quel médecin ne peut pas faire ce certificat médical circonstancié. Il doit absolument s'agir d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République du département de résidence de la personne à protéger. Pas forcément facile d'avoir cette liste. Je vous invite à vous rapprocher du tribunal, du grade du tribunal, qui en général ont une liste plutôt à jour. Ou sinon, je vous invite à venir vers le site francetutelle.fr, puisque nous-mêmes, on essaye de recenser ces professionnels. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que si vous n'avez pas ce certificat précisément d'un médecin agréé, le juge se déclarera irrecevable et ne pourra pas étudier votre demande de protection.
Petit aparté également, normalement, le médecin doit envoyer directement ce certificat médical sous pli cacheté au juge des tutelles. Il le fait rarement. Il le dépose à la personne qui fait la demande de mesures de protection. Je vous invite à laisser ce certificat médical sous pli cacheté quand vous le transférez au juge des tutelles et à ne pas l'ouvrir. Votre proche, votre parent bénéficie toujours quand même du secret médical. Ensuite, quand vous avez ce certificat médical circonstancié, vous allez aller télécharger une requête, si le tribunal ne vous en a pas proposé une. Vous allez aller télécharger une requête sur Internet, tout simplement. Alors, cette requête est assez simple à remplir, elle est à destination du tribunal, pardon. On va vous demander des informations sur la personne à protéger, on va vous demander des informations sur vous, les requérants qualifiés, on va vous demander des informations sur tout ce qui entoure le majeur protégé, tous les proches du majeur protégé, de les recenser un petit peu. On va bien sûr s'intéresser à la situation patrimoniale, sociale, familiale. Donc, quelques questions comme ça vont vous être posées pour essayer permettre surtout aux magistrats de bien comprendre la situation. L'essentiel étant aussi de motiver votre demande de protection, parce que certes, il y a un certificat médical circonstancié, mais ça suffit pas forcément à une mesure de protection. Si on prend une petite dame qui commence à avoir quelques problèmes cognitifs, mais elle vit chez elle, tous ses paiements se font par prélèvement, elle fait ses courses à tel endroit, elle est plutôt bien entourée, il n'y a pas de difficulté. Pourquoi aller l'embêter avec une mesure de protection? Donc, le juge doit s'assurer malgré tout que la nécessité à mesure est bien constatée avant de prononcer une mesure de protection. À cette requête, vous ajouterez un extrait d'acte de naissance de la personne. On pourra comme ça vérifier si elle n'est pas déjà sous mesure de protection, sa carte d'identité en copie, votre carte d'identité et surtout tous les éléments que vous pensez être probants pour soutenir votre demande et votre requête et notamment, pourquoi pas, des éléments patrimoniaux. On l'a dit, alors votre requête, on l'envoie en lettre recommandée avec accusé de réception, bien évidemment, au tribunal judiciaire de votre ressort, service des majeurs protégés. On l'a dit, vous allez être auditionné. Quelques semaines, quelques mois après, vous allez recevoir une convocation à audition lorsque le magistrat aura ouvert votre dossier. Cette convocation à audition est toujours envoyée aux requérants, bien sûr, aux personnes qui composent le cercle familial le plus restreint de la personne à protéger et à la personne protégée. Sauf si le médecin agréé, le médecin qui a fait le certificat médical circonstancié, a indiqué au juge des tutelles que cette audition n'était pas possible parce qu'il n'avait pas la capacité d'être entendu, tout simplement, ou que cette audition pouvait mettre à mal sa santé. Alors, le juge des tutelles aura la possibilité de faire une ordonnance de non-audition. L'audition, ce n'est pas du contentieux, on est là pour protéger quelqu'un, donc tout se passe plutôt simplement. Le juge a simplement besoin d'entendre les personnes et de comprendre la situation avant de prendre une décision. Une décision qu'il va prendre en suivant, vous recevrez une notification, une ordonnance d'ouverture de mesures de protection qui vous indique un petit peu ce que le juge a décidé tout simplement. Comme vous le disiez Nathalie tout à l'heure, ça peut prendre un petit peu de temps puisque le magistrat a jusqu'à 1 an pour prendre cette décision. Une mesure de protection, traditionnellement, est ouverte pour 5 ans. Elle peut, sous certaines circonstances, l'être pour 10 ans. À partir de la notification du jugement, donc quand vous recevez le jugement, si vous souhaitez faire appel, vous avez 15 jours pour diligenter appel si vous considérez que la mesure qui a été ordonnée par le juge des tutelles n'est pas satisfaisante à la protection des intérêts de votre proche majeur. On va considérer que vous avez été nommé tuteur de votre papa et que vous êtes tuteur aussi bien au bien et à la personne. On va considérer aussi que vous avez été nommé curateur de votre maman et que vous êtes curateur au bien et à la personne. La façon dont vous allez travailler ces mesures sur le champ patrimonial, essentiellement, va être assez différente. C'est là où nous rentrons dans l'assistance et la représentation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, malheureusement, il faut évoquer un petit peu les actes juridiques et on va le faire très simplement. On va distinguer 3 actes juridiques principaux. Les actes conservatoires, qui sont des actes qui permettent de soustraire un bien quelconque à un péril imminent. Il s'agit simplement de conserver le bien. Un arbre qui menace de tomber sur la maison, ou il y a un trou dans la maison, on prévoit des orages, on se doute bien que ça va déprécier le bien, il faut agir assez vite. C'est un acte conservatoire. Les actes d'administration, ça, c'est des actes dénués de risque anormal. Alors, c'est
je sais pas moi, un bornage amiable de la propriété, ça va être la signature d'un acte de notoriété dans une succession ou même une commande de carte retrait, c'est considéré comme un acte d'administration. Mais surtout, il y a les actes de disposition. Et les actes de disposition sont les actes les plus graves qui engagent le patrimoine de la personne pour le présent ou pour l'avenir. Ça va être tout simplement le placement d'argent sur une assurance vie ou sur un livret A. Ça peut être également la vente d'une maison ou l'obtention d'une carte de crédit. Ces trois actes-là vont déterminer la façon dont vous allez agir dans la gestion patrimoniale. Alors, si on prend le cas de votre maman qui est sous curatelle, la curatelle, c'est une mesure d'assistance. Votre maman a quelques difficultés, mais elle a encore une capacité d'expression. Elle peut dire ce qu'elle veut et elle peut comprendre les choses. Elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être informée malgré tout. Vous allez donc l'assister dans sa gestion patrimoniale. Qu'est-ce que ça veut dire l'assister dans sa gestion patrimoniale? C'est assez simple et c'est l'article 467 qui nous le précise, c'est-à-dire que vous allez apposer votre signature à côté de la sienne sur les actes juridiques qui la concernent. Cette signature, c'est simplement la preuve que vous avez contrôlé l'acte et que vous considérez qu'il est conforme aux intérêts de votre maman. Le refus de cette signature, c'est ni plus ni moins un droit de veto où vous dites simplement que vous considérez que cet acte, qui est pourquoi pas envisagé par votre maman, n'est pas conforme à ses intérêts et lui serait dommageable. C'est ça l'assistance. Et cette assistance, cette demande d'assistance, donc de double signature, ne concerne que les actes de disposition, à savoir les actes les plus importants dont on vient de parler, ceux qui impactent durablement le patrimoine de la personne. Pour les autres actes, conservatoire ou d'administration. Alors, les actes d'administration, c'est la personne sous curatelle, donc votre maman qui est censée les faire, tout simplement. Les actes conservatoires, vu l'urgence de la situation, si l'un ou l'autre s'en charge, il ne devrait pas y avoir de difficulté. L'assistance, c'est ça. Votre papa, lui, alors, par contre, on voit là l'article 469, il est possible aussi que votre maman, parce qu'on a dit que si vous refusiez la signature, bien évidemment, l'acte n'était pas valable, mais on comprendra aussi que l'acte n'est pas valable non plus si votre maman refuse la signature. Il faut les deux signatures. Si vous considérez que votre maman, en refusant sa signature, nuit gravement à ses intérêts, à ce moment-là, vous avez la capacité de saisir le juge des tutelles pour qu'il vous autorise à passer l'acte tout seul. Et inversement, si votre maman considère que, en refusant d'imposer votre signature, vous ne validez pas son acte et elle ne comprend pas pourquoi, elle peut aussi saisir le juge des tutelles et demander à être signé l'acte toute seule. Votre papa, lui, il est sous représentation. Une personne qui est sous mesure de représentation, c'est une mesure de tutelle, c'est une mesure d'habilitation familiale générale. C'est une personne qui, malheureusement, est à un stade avancé de la maladie et n'est plus vraiment en capacité de donner son avis ou de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de lui. Donc, ces actes importants, là, ces actes de disposition que l'on vient d'évoquer, votre papa ne pourra pas les faire. De toute façon, ne pourrait pas les comprendre. Donc, pour les gérer, ces actes, vous allez saisir le juge des tutelles et vous allez demander au juge des tutelles de vous autoriser à faire ces actes. Quant aux actes d'administration, vous serez seul responsable et vous en aurez la signature, tout seul. Je vais revenir un petit peu sur l'habilitation familiale, encore une fois, parce qu'elle brouille un peu le terrain à chaque fois, cette habilitation familiale. Si demain, vous étiez désigné habilité familiale générale, donc en représentation pour votre papa, cette saisine du juge des tutelles dont on vient de parler, elle ne serait pas obligatoire. Puisque là encore, on considère que ce lien est tellement fort, c'est un lien de sang qui vous unit. On imagine malgré tout que vous allez travailler dans le bien-être de votre père et dans son intérêt. Donc, on ne vous demandera pas de saisir le juge des tutelles, à l'inverse du tuteur, et on vous laissera gérer les actes de disposition tout seul, sauf à quelques exceptions près. Mais Magali étant arrivée, j'ai bien compris, j'avais plus le temps. Là, on était dans la protection de des biens. Très rapidement, on va évoquer la protection de la personne dans l'assistance ou dans la représentation, puisqu'il faut le faire. On revient sur ce principe, la protection de la personne, c'est l'autonomie de la personne qui prime avant tout. Si cette autonomie n'est plus possible, on pourrait peut-être décider à sa place. C'est une possibilité qui est ouverte. Elle ne l'est pas ouverte dans un régime de curatelle, d'assistance, comme la curatelle. Votre maman est sous curatelle, au niveau de ses intérêts personnels, si elle décide quelque chose et que vous considérez qu'elle le décide mal parce que son état s'est aggravé, vous ne pourrez pas décider pour elle. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de demander une aggravation de mesure, d'aller vers une mesure de représentation, d'aller vers une mesure de tutelle pour
pouvoir prendre en charge ses intérêts, même ses intérêts personnels. C'est très général ce que je dis là, puisqu'il y a énormément de nuances dans la protection de la personne, mais malheureusement, on n'a pas le temps d'aller dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez accompagner au mieux dans les intérêts personnels de la personne protégée, c'est une mesure de représentation qui vous permettra de le faire. Parce que là, on considère vraiment que la capacité de la personne est tellement altérée qu'elle ne peut plus se gérer toute seule. Magali. Merci beaucoup, Boris. Effectivement, on comprend l'intérêt de tous ces éléments pratiques et je suis désolée d'avoir à écourter les présentations à chaque fois, mais ce que je vous propose, c'est de faire intervenir Nathalie pour le dernier sujet et puis de garder le temps restant, en espérant qu'il en reste un peu, pour les questions qui sont posées par les participants. Nathalie, si ça vous va, on va maintenant parler de la place de la famille et de la responsabilité des protecteurs, et puis ensuite on prendra toutes les questions restantes. Tout à fait. Alors, je serai assez brève parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été très bien dites par Boris. Alors, en ce qui concerne la place de la famille, il faut distinguer entre, d'une part, les mesures de protection judiciaire, c'est-à-dire la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice, et d'autre part, la mesure d'habilitation familiale. Sous les mesures de protection judiciaire, le Code civil accorde une place très importante à la famille à 2 stades de la mesure de protection. D'abord pour le déclenchement de cette mesure, puis pour son exercice. Pour le déclenchement de la mesure d'abord, la famille a une place importante dans l'initiative de la mesure de protection. En effet, depuis 2009, le juge des tutelles ne peut plus s'autosaisir lorsque l'état de vulnérabilité d'une personne est porté à sa connaissance, par exemple par la banque de la personne. Aujourd'hui, le juge doit nécessairement être saisi d'une demande de mise sous protection judiciaire et ne peut être saisi que par l'une des personnes limitativement énumérées par le Code civil. Et dans cette liste, la place de la famille est importante. Alors, qui peut saisir le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection? Il s'agit d'abord du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin, à la condition que la communauté de vie avec la personne à protéger n'ait pas cessé. Alors, il faut bien comprendre que la communauté de vie n'est pas synonyme de communauté de toi. C'est-à-dire qu'il y a communauté de vie dès lors que subsistent des liens d'affection au sein du couple. Donc, par exemple, un époux ou un partenaire de Pacs peut saisir le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection à l'égard de l'autre conjoint ou partenaire, même si ce dernier est hébergé en EHPAD pour des raisons de santé. Parce qu'il y a toujours communauté de vie, au sens juridique du terme. Ensuite, le Code civil permet à la famille de saisir le juge des tutelles. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le droit retient, dans le cas de la protection des personnes vulnérables, une conception très large de la famille. La famille, ce sont bien sûr les personnes qui sont unies par la personne à protéger par des liens du sang. Donc, ce sont ses pères et mères, ses enfants, petits-enfants, ses frères et sœurs, neveux, nièces, oncles, cousins, etc. Ce sont également les alliés de la personne à protéger, c'est-à-dire les membres de la famille de l'époux de la personne à protéger, belle-sœur, beau-frère, etc. Mais d'une manière plus générale, le Code civil prévoit que toute personne entretenant avec la personne à protéger des liens étroits et stables peut saisir le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection à l'égard de cette personne. Alors, ça désigne ce qu'on appelle les proches, l'entourage de la personne à protéger, c'est-à-dire son cercle d'amis. Ça peut être aussi un ex-époux, un ex-concubin ou partenaire de Pacs, si cet ex a conservé des liens étroits avec la personne à protéger, par exemple parce qu'ils ont des enfants en commun. Ensuite, peuvent saisir le juge des tutelles les personnes qui exercent déjà
une mesure de protection à l'égard de la personne vulnérable. Donc ici, on est dans une optique d'aggravation de la mesure de protection, par exemple, demander le passage d'une curatelle à une tutelle. Et donc, ça englobe la famille lorsqu'elle exerce la mesure de protection. Enfin, ça a été dit, le Code civil confère un rôle important au procureur de la République. Le procureur de la République peut saisir le juge d'une requête en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, soit d'office, soit sur signalement d'un tiers. Ce tiers, ça peut être par exemple un ex-conjoint, la banque de la personne vulnérable qui constate qu'il y a des mouvements de fonds un peu suspects sur ses comptes, les services sociaux, son notaire. Par ailleurs, le procureur de la République est destinataire de ce qu'on appelle les requêtes incomplètes, c'est-à-dire notamment des requêtes qui ne sont pas accompagnées d'un certificat médical circonstancié. Boris a bien expliqué que pour que la requête soit recevable, il fallait un certificat médical circonstancié émanant d'un médecin inscrit sur la liste du procureur. Parfois, la famille ne peut pas se procurer ce certificat médical circonstancié, soit parce que la personne à protéger refuse de se soumettre à l'examen médical et c'est loin d'être un cas d'école, soit parce que la famille a une certaine réticence, et ça peut se comprendre dans certains cas, à être à l'origine du certificat médical et de la demande de mise sous protection. Lorsque le certificat médical est requis par le procureur de la République, c'est l'État qui supporte la charge financière de ce certificat. Donc, le détour par le procureur de la République, certes, ça fait perdre du temps, ça rallonge la procédure, mais c'est un moyen pour la famille de la personne à protéger de ne pas avoir à supporter les frais du certificat médical. Le tarif du certificat médical circonstancié, c'est 160 €. Par ailleurs, il y avait tout à l'heure une question sur le fait de savoir si les professionnels de santé peuvent être à l'origine d'une demande de mise sous protection. Alors, soit, effectivement, le professionnel de santé peut faire un signalement, mais encore que il y a quand même le secret médical ici qui entre en ligne de compte, donc ça me paraît un peu délicat. En revanche, il existe parmi les mesures de protection judiciaire des majeurs, ce qu'on appelle la sauvegarde de justice médicale. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça vise deux situations différentes. Première situation, c'est le médecin traitant d'une personne qui s'aperçoit qu'elle est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts par suite d'une altération de ses facultés. Dans ce cas, ce médecin traitant peut, avec l'avis conforme d'un psychiatre, saisir le procureur de la République. Et cette saisine entraîne d'office, de manière automatique, l'ouverture d'une sauvegarde médicale. Deuxième cas de sauvegarde médicale, ça vise les personnes qui sont en établissement médico-social, qui sont hospitalisées pour troubles psychiatriques. Le psychiatre de l'établissement a l'obligation de faire une déclaration au procureur de la République s'il constate que la personne est dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts. Et donc, ça aboutit également à une sauvegarde médicale. Donc ça, c'est l'initiative de la mesure de protection. Ensuite, la famille a une place importante pour l'exercice de la mesure. La famille bénéficie de ce qu'on appelle une priorité pour se voir désigné en tant que protecteur, curateur, tuteur, mandataire spécial. Alors, le Code civil pose d'abord ce qu'on appelle un principe de priorité conjugale, c'est-à-dire que si la personne vulnérable est mariée, ou pacsée, ou si elle vit en concubinage, eh bien c'est l'autre membre du couple qui a vocation à être désigné en qualité de protecteur, à la condition qu'il y ait toujours une communauté de vie avec la personne à protéger. Donc la priorité conjugale disparaît en cas de séparation de fait du couple ou si les époux sont engagés dans une instance en divorce. Lorsque la personne vulnérable n'est pas mariée ou lorsqu'il n'est pas possible de désigner son conjoint, le Code civil pose un principe de priorité familiale. Donc, c'est la famille ou un ou plusieurs membres de la famille qui peuvent être désignés.
Et ici, encore comme précédemment, il s'agit de la famille au sens très large du terme, c'est-à-dire non seulement les parents par le sang, mais aussi les membres de l'entourage amical de la personne à protéger. Et lorsqu'il n'est pas possible de désigner un membre de l'entourage de la personne vulnérable, eh bien, le juge des tutelles doit confier l'exercice de la mesure de protection à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui peut être soit un mandataire individuel, c'est-à-dire une personne physique, soit une association tutélaire qui délègue l'exercice de la mesure de protection à ce qu'on appelle un délégué à la tutelle. Alors, juste un bref rappel, Boris l'a très bien expliqué, le Code civil prévoit plusieurs possibilités pour associer plusieurs protecteurs à l'exercice de la mesure de protection, c'est-à-dire soit plusieurs membres de la famille, soit un ou plusieurs membres de la famille et un mandataire professionnel. Donc, c'est ce qu'on appelle la co-tutelle ou la co-curatelle, où chacun a la même mission. Donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une certaine entente entre les différents co-tuteurs. Il y a la possibilité de désigner ce qu'on appelle un tuteur ou un curateur adjoint, c'est-à-dire que sa mission est délimitée à certains biens, parce qu'il a une compétence particulière dans ce domaine, par exemple pour gérer un parc immobilier, pour diligenter des procédures. Il y a la possibilité de diviser la mesure de protection entre un ou plusieurs protecteurs au bien et un ou plusieurs protecteurs à la personne. Le juge peut aussi désigner ce qu'on appelle un subrogé tuteur ou un subrogé curateur. Ce subrogé a pour mission de surveiller l'exercice de sa mission par le tuteur, le curateur, et de saisir le juge en cas de dysfonctionnement. Il remplace le tuteur, le curateur, lorsqu'il est en conflit d'intérêts avec la personne protégée, et il doit être consulté avant tout acte grave, qu'il s'agisse d'un acte de nature patrimoniale ou par exemple d'un acte de nature médicale. Donc ce sont des options, d'ailleurs qui ne sont pas exclusives les unes les autres, c'est-à-dire qu'on peut les combiner entre elles. Il peut y avoir des co-tuteurs au bien, des co-tuteurs à la personne, plus un subrogé par exemple. Et ce qui est très important, Boris l'a dit, mais il faut le répéter, c'est que le juge des tutelles doit tenir compte des sentiments exprimés par la personne à protéger pour le choix de ses protecteurs. Ça s'écrit noir sur blanc dans le Code civil, c'est pas tous les jours ou pas tous les articles que le Code civil utilise le terme de sentiment exprimés par la personne à protéger. Donc ces sentiments, soit ils sont exprimés par la personne au moment de son audition lorsqu'elle est possible. Il faut quand même savoir que dans un cas sur deux, la personne n'est pas entendue par le juge des tutelles. Soit le juge doit tenir compte de l'avis de l'entourage de la personne qui va être auditionnée, mais aussi des indices de la volonté de la personne quant au choix de son protecteur qui ont pu être laissés avant la survenance de sa vulnérabilité. Sous l'habilitation familiale, peuvent seuls saisir le juge les membres de la très proche famille de la personne à protéger, donc ses ascendants, ses descendants, son conjoint, partenaire de pax concubin, toujours sous la condition de la communauté de vie, ses frères et sœurs. Les neveux et nièces sont pour l'instant exclus, ne peuvent ni saisir le juge une demande d'habilitation familiale ni l'exercer. La proposition de loi Bien vieillir propose d'élargir l'habilitation familiale à tous les parents et les alliés de la personne à protéger. On verra si cette proposition sera adoptée. Un mot très rapide sur la responsabilité des protecteurs. Ça a été dit par Boris, lorsqu'on est désigné en qualité de tuteur, curateur, ça engendre un certain nombre d'obligations, notamment en termes de reddition de comptes, et ces obligations peuvent donner naissance à la mise en œuvre de la responsabilité civile lorsqu'il y a des fautes qui ont été commises et qu'un préjudice est subi par la personne protégée. Alors, la responsabilité varie suivant les différentes mesures de protection. Le tuteur engage sa responsabilité à raison d'une faute simple. En revanche, sous la curatelle, qui est une mesure d'assistance, le curateur n'engage sa responsabilité civile
que pour les actes soumis à son assistance et à la condition que sa faute soit intentionnelle ou lourde. Donc, il faut que ce soit une faute assez grave. Ça, c'est dans la curatelle simple. Le curateur renforcé engage sa responsabilité comme le tuteur. En matière d'habilitation familiale, la personne habilitée engage sa responsabilité civile comme un mandataire, c'est-à-dire à raison d'une faute simple, mais le droit du mandat, qui est ici applicable, prévoit que la responsabilité du mandataire qui n'est pas rémunéré est appréciée moins rigoureusement que celle d'un mandataire rémunéré. Donc, la responsabilité de la personne habilitée sera appréciée moins rigoureusement, puisque par hypothèse, l'habilitation familiale est toujours exercée gratuitement. Il n'en reste pas moins qu'il faut être prudent. Alors, il peut être judicieux dans tous les cas de souscrire une assurance de responsabilité civile et surtout, il faut bien veiller à faire l'inventaire du patrimoine de la personne protégée et de tenir cet inventaire à jour. Et cela, quelle que soit la mesure de protection, même en matière d'habilitation familiale, et cela bien que les textes ne le prévoient pas. Pourquoi? Parce que si votre responsabilité est recherchée, elle peut l'être pendant un délai de 5 ans à compter de la fin de la mesure de protection. Si vous n'avez pas fait d'inventaire, vous ne pourrez pas justifier de votre gestion, ce qui est très ennuyeux dans le cadre d'une éventuelle mise en œuvre d'une responsabilité civile. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Je vais demander à Boris de nous rejoindre pour quelques questions avant la fin de l'événement. Alors on a parlé des cas où tout se passe bien, enfin à peu près bien. Certains participants évoquent des cas où ça ne se passerait pas forcément comme ça. Si par exemple le juge refuse la personne désignée, qu'est-ce qui se passe? Et si le malade ne souhaite pas être examiné pour établir le certificat, qu'est-ce qui se passe? Alors, si le juge des tutelles n'a pas… Vous parlez d'une désignation anticipée? Oui. Alors, le juge, lorsqu'il écarte la désignation anticipée, il doit motiver sa décision au regard de l'intérêt de la personne à protéger, sauf si c'est parce que la personne désignée a refusé sa mission, ce qui est possible aussi. Et par rapport à la désignation en tant que tuteur ou curateur, est-ce que ça peut être refusé? Et si oui, ça peut être refusé et à ce moment-là, il faut interjeter appel. Ok. Après, on peut toujours ressaisir le juge pour demander un changement de tuteur ou curateur. Ok. Et alors, si le malade, cette fois, ne veut pas un examen pour établir le certificat médical, est-ce qu'il y a d'autres recours? Alors, il est possible, la Cour de cassation l'admet depuis 2017, il est possible de faire ce qu'on appelle un certificat médical circonstancié sur pièce médicale, mais ça implique que la famille soit en possession du dossier médical de la personne, ce qui sera pas forcément le cas. Parce que le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République a la possibilité, c'est prévu par le Code civil, de se rapprocher du médecin traitant de la personne à protéger pour recueillir son avis sur mesures de protection. Mais le Code civil et aucun autre texte ne libère le médecin traitant de son secret médical. C'est-à-dire que le médecin traitant ne peut pas transférer le dossier médical au médecin inscrit. Oui, ça paraît compromis de demander ça aux professionnels de santé. Une autre question, des participants s'interrogent sur l'utilité de la mesure de protection lorsque l'on est marié sous le régime de la communauté des biens. Alors, il peut y avoir une utilité parce que l'autre époux est lui-même vulnérable. Des époux du même âge, ça peut arriver. Ça peut avoir un intérêt parce que l'époux n'a pas les compétences pour gérer un patrimoine qui peut être important, complexe à gérer. Et ça a surtout un intérêt pour tout ce qui est extra-patrimonial, parce que le régime matrimonial, lui, ne s'occupe que du patrimoine. C'est vrai.
Or, dans certains cas, même si le Code civil pose le principe du maintien de la capacité décisionnelle de la personne protégée, malgré tout, et Boris l'a bien dit, dans certains cas, il faut qu'elle soit représentée. Donc, on va aller devant le juge pour qu'il autorise une représentation dans le cadre de la protection de la personne. Et le régime matrimonial ne permet pas cette représentation en matière personnelle entre époux. Il ne la permet qu'en matière patrimoniale. Autre question intéressante, est-ce qu'un tuteur ou un curateur peut être désigné pour plusieurs personnes? Au sein d'une même famille, vous voulez dire? Ça n'a pas été précisé, donc j'imagine soit au sein d'une même famille, soit peut-être pour des personnes qui ne sont pas de la même famille. Le mandataire professionnel, lui, par hypothèse, il s'occupe de plusieurs personnes. Un mandataire familial, oui, pourquoi pas, dès lors qu'il a la possibilité de le faire. Là où il peut y avoir peut-être un questionnement, c'est lorsque une même personne représente ou assiste un couple. Les deux membres du couple sont sous mesure de protection. Ça peut être délicat de désigner le même protecteur, qu'il soit familial ou professionnel d'ailleurs, pour les deux membres du couple. Parce qu'il peut y avoir des situations de conflit d'intérêts qui peuvent surgir. Philippe, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on continue? Parce qu'on a tout juste dépassé le temps dédié à l'événement. Alors, on a l'habitude justement de finir à l'heure pour que les gens puissent être libérés, en particulier à 19h. Je crois que ce que l'on peut faire, c'est récupérer toutes les questions qu'on a reçues, faire des réponses écrites qu'on publiera sur le replay YouTube qui ne devrait pas tarder à sortir. Donc, il sortira demain, ce replay, et on mettra les questions à la suite. Donc, si Nathalie et Boris acceptent sur les dernières questions de faire une petite réponse écrite, nous, on la mettra en ligne directement sur le replay. Oui, en fait, on met les questions sur le site, donc je pourrais m'occuper de ça. Et l'autre chose, c'est qu'alors certains participants pensaient qu'on allait parler de la maladie d'Alzheimer. Donc pour ces derniers, je vous propose d'aller voir les replays qui concernent vraiment les thématiques de la maladie sur notre chaîne YouTube, parce que effectivement, ça n'était pas l'objectif de ce soir. Mais néanmoins, j'ai vu les questions, donc j'y répondrai également directement dans le replay. Donc ces personnes qui ont posé des questions relativement précises seront entendues et répondues. Écoutez, merci à tous. Je vais vraiment remercier. Merci beaucoup. Nathalie et Boris qui ont fait des présentations extrêmement claires sur un sujet qui est complexe mais absolument essentiel, surtout dans cette situation de maladie d'Alzheimer. Vous voyez qu'on peut anticiper, on a assez de temps sous réserve que l'on ait fait un diagnostic assez tôt et que l'on ait accepté ce diagnostic. C'est un élément extrêmement important de la vie familiale, l'acceptation du diagnostic. Et c'est vraiment pour avoir une vision sereine, pour éviter des accidents qu'on doit résoudre en quelques minutes alors qu'on n'a pas les informations. Et je voudrais encore réinsister à la fois, bien sûr, sur le soutien que nous apportons à la recherche, aux patients et à l'information dans le cadre de la Fondation Alzheimer, et également sur tout le soutien qu'apporte France Tutelle quand vous ne savez pas à qui vous adresser, quand vous trouvez les choses extrêmement complexes. Je me permets, Boris, n'hésitez pas. Je vous en prie. Vous aurez une plateforme qui est absolument gratuite et qui vous donnera toutes les informations nécessaires, surtout dans ces moments où, à l'annonce d'un diagnostic, il y a eu quand même souvent un tremblement de terre dans la famille. Un mot, Boris? Non, simplement vous remercier pour cette invitation, professeur Amouyel. C'était un vrai plaisir de participer. Et je pense que vous avez dit l'essentiel. En tout cas, chez France Tutelle, on vous attend avec grand plaisir. Si vous avez des questionnements, on est là pour vous accompagner et vous soutenir, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup. Grand merci à Nathalie pour sa clarté. Et merci à vous, c'était un plaisir. Et puis, bien sûr, merci à Magali pour son animation. C'est notre responsable scientifique de la Fondation. Merci à Marion, que l'on ne voit pas. Merci à Neyala pour tout le back-office, les diapositives, la préparation de ce webinaire. Donc, je vous donne rendez-vous sur YouTube et probablement pour une autre conférence de ce type. Merci à tous. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.